Salut à tous, c'est Pierre, vous êtes bien sur Envergure, un nouvel épisode ce soir de Five Star évidemment. On va parler français, on va parler d'un prospect qui a annoncé très 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 haut, peut-être même à la première place. Il est grand, il est plutôt intérieur, il s'appelle Alexandre Sarr. Et pour ce faire, je suis accompagné du binôme de choc de Kobe et de Hugues et Manu. Comment ça va, messieurs? Ah bah vu la mécanique de lancer franc, je veux bien faire chacun, y a pas de souci. Très bien. Écoute, ça va. On se rapproche du grand moment. On se rapproche du grand moment. On est effectivement à quoi? 2 mois quasiment de la draft là. On 2 enregistre. mois jour pour jour. Ouais, on est le, Que ce sera dans la nuit du 25 avril. 26 au 27. Exactement. On va partir direction la NBL, le championnat australien, pour parler d'Alexandre Sarr qui allait se montrer là-bas. Manu, dis-nous tout sur ce joueur. Qui est-il? Alors, né à Bordeaux, l'ami Alexandre Sarr est frère évidemment d'Olivier Sarr, qui a fait sa carrière sur le secteur toulousain et notamment joué au Toac Basket. Donc c'est le gros club jeune toulousain de Toulouse, si je ne m'abuse. Avant d'être recruté assez tôt, vers 13-14 ans, par le Real Madrid. Donc, au Real, il joue 2019-2021, donc 2 ans, avant d'être recruté par Overtime. Donc, il part aux États-Unis pour rester 2 ans à Overtime Elite. Donc ça se passe plutôt bien. Ça existe encore, Overtime Elite? Oui, cette chose existe encore. Avec les commentateurs qui passent leur temps à faire des « Oh man, oh !» C'est les seuls analystes qu'ils vont avoir, c'est « What the fuck, C'est oh !» ça. Donc il était notamment avec Issa Almansa, l'Espagnol, qui lui aussi va s'inscrire à la draft, qui a annoncé beaucoup plus loin que le Français. Et donc pour sa dernière année avant draft, il décide d'aller en Australie, donc à Perth, chez les Wildcats, les Chats sauvages. Et ça se passe plutôt correctement aussi. Il a eu plusieurs rôles. Il a été titulaire, mais une grande partie de la saison, il a été en sortie de banc. Donc, ce qui explique un peu ses statistiques assez faiblardes. 9 points, 4 rebonds. Après, ce qui est intéressant, on en reviendra un peu plus précisément dans le podcast, mais c'est des statistiques au tir qui sont pas inintéressantes. Elles sont pas exceptionnelles, mais pour un mec de 2m16, elles sont pas inintéressantes. Donc 30% à 3 points et 72% au lancer franc. Donc c'est quand même très très intéressant. Et donc voilà, maintenant il est annoncé très très haut de par ses qualités physiques, de par sa qualité défensive. Moi j'ai pu voir en vrai sur le championnat du monde U17 2022 et U19 2023. Donc c'est intéressant d'avoir pu voir la progression linéaire du garçon en fait que moi je découvrais en 2022 en U17. Alors il a aussi joué le U16 Challenger. Donc c'est l'époque Covid, donc c'est pour ça qu'il s'appelle Challenger. Donc 3 ans d'équipe de France, 3 étés d'équipe de France. Donc c'est assez intéressant de pouvoir finalement l'évaluer sur différents contextes comme ça. Overtime Elite, équipe de France et les Wildcats. On va passer après pour le contexte à toi, Hugues. Juste avant, Manu a commencé un petit peu, mais je vais commencer par énoncer les stats brutes et les mensurations du garçon. Donc, Alex Sarr, il est mesuré à 2m16, une envergure qui est estimée à 225 cm, 95 kg. Ses stats en NBL, c'était sur 18 minutes, il jouait par match. 9,4 points, 4,3 rebonds, 0,9 passes, 1,5 bloc, une balle perdue et une faute et demie par match, ce qui est vraiment très peu pour un défenseur de sa trempe. Et au niveau des pourcentages, c'était à 52% au tir au général, 71% au lancer franc et à 3 points, il est à 30%, comme tu l'as dit Manu, sur un très faible volume, vu qu'il en tirait un petit peu près de 2 par match. Hugues, parle-nous du contexte de Perth Wildcats. Comment ça joue? Est-ce que ça avait des ambitions? Qui y avait à côté de lui?
Yes, bah après si tu veux que Manu le fasse, moi je suis dans son sac à dos, hein. Moi j'écoute par une soirée avec le chat à vous écouter. C'est vrai qu'on l'a pas dit, quand on l'enregistre, on est en live Twitch, donc on va avoir des petits commentaires, des fois des petits feedbacks du stream. Donc si vous voulez faire coucou le chat, bah, n'hésitez pas, c'est votre moment. Pour les plus Wildcats, c'est drôle parce que je divague beaucoup. Olivier, il avait aussi fait une saison avec les Wildcats, mais du côté de Kentucky. C'était sa dernière année universitaire après Wake Forest, qui était désastreuse d'ailleurs, hein. Vraiment, c'était, je pense, l'une des pires équipes. En même temps, il avait Devin Matthew comme meneur. Bon. Ouais, c'est fou. Et tu sais qu'il est encore en NCAA. Euh, Il a fait Texas, et ensuite maintenant il est du côté de pas de Colorado. Ah, j'ai oublié. Du côté de Cal, et il joue plus du tout Devin Askew, mais il a une grosse barbe. Voilà. C'était la parenthèse Devin Askew. Pour les Wildcats, eux, ils sont deuxième du championnat de NBL. C'est une équipe, moi quand je les ai regardés à chaque fois, ils perdaient, donc je leur portais la poisse, mais ils ont fini quand même deuxième du championnat de la NBL. Ils sont drivés par un meneur américain, Bryce Cotton, donc sinon vous pouvez l'appeler Brice Coton. Salut Julien qui vient nous faire un big up dans le chat. Donc l'américain Bryce Cotton, petit meneur de jeu, ultra scoreur qui est sorti de Providence, les Friars de 2010-2014. C'était lui qui avait la plupart des responsabilités balle en main. Manuel l'a dit, Alex il sortait beaucoup du banc, 18 minutes de temps de jeu, il prenait la rotation avec Kinyu Pindu, l'intérieur australien qui était l'autre grand avec lui, et à côté de ça il y avait Jordan Usher. Je sais pas si vous vous rappelez de Jordan Usher en NCAA avec ses macarons, qui jouait avec José Alvarado, et qui est juste un nom de famille incroyable, quoi. Quand tu t'appelles Usher, c'est formidable. Et donc voilà pour cette équipe, ça joue assez rapidement. On cherche un vrai spacing, ça avait des ambitions, c'est pour ça que Alex il joue que 18 minutes par match. Il avait un contrat Next Star, qui est globalement le contrat qui est filé à tous ces jeunes qui vont se faire drafter derrière le contrat qu'avait Lamelo, qu'avait Josh Giddey, qu'avait Hugo Besson, qu'avait Ousmane Dieng. Donc, donc voilà pour les Wildcats, ils sont allés en playoff, ils se sont fait sortir, et Alex Sandrosar, il a eu une blessure aussi au cours de saison qui l'a un peu éloigné de l'équipe, ce qui n'a pas empêché de performer sans lui, vu que c'était pas un joueur majeur. C'est un joueur vitrine, mais pas un joueur majeur de l'équipe en termes de rôle. On va passer maintenant au fait de pourquoi les scouts NBA le regardent depuis maintenant fort longtemps. Son nom circule, ce n'est absolument pas une surprise de le retrouver dans les têtes de gondole de la QV 2024. Manu, qu'est-ce qu'on regarde en premier? Qu'est-ce qui fait que les scouts NBA tombent amoureux, pardon, de Alex Sarr? On a le droit d'avoir une vie sentimentale, nous aussi, Pierre. On peut être amoureux, d'accord? Bah, c'est d'abord le corps, où il a 2,16, 2,23, 2,24, 2,25 d'envergure selon les mesures. Donc c'est quand même très impressionnant. L'écran il est long, il est encore un peu fin. Donc c'est vraiment moi de ce que ça m'attire honnêtement. Quand tu vois un corps comme ça, un joueur aussi fluide pour sa taille, et aussi la défense. La défense, c'est son ticket d'entrée en NBA, clairement. Donc, capable de protéger le cercle, tu l'as dit, pratiquement 2 contre par match. Un joueur capable aussi de switcher sur le pick and roll, qui va avoir aucun mal sur certaines séquences à limiter les drives des arrières. Donc c'est quand même super intéressant d'avoir un joueur comme ça. C'est vraiment moi ces 2 points-là qui m'attirent chez lui. Hugues, qu'est-ce que tu mettrais en valeur? Je vais rejoindre ce qu'a dit Manu, et je vais essayer de détailler un petit peu. En NBA aujourd'hui, défensivement, vous avez 4-5 schémas qui vont être utilisés. On verra à quelle position on va le faire jouer, mais dans une ligue qui joue énormément le pick and roll, vous avez soit du drop, ou donc l'intérieur, Alex Sarr ici, va être en bas près de la raquette pour contrer, et ça on a vu du côté de Perth qui savait très bien le faire. Vous allez avoir du ice, où vous avez en gros quasiment une prise à deux, et vous orientez latéralement le porteur de balle, et vous coupez la passe de l'intérieur, et
Alex Sarr, il peut très bien remonter et descendre sur l'intérieur derrière pour récupérer, ou bien si le joueur il pop, il a la mobilité latérale pour venir contester le tir du joueur qui va pop. Vous avez de la trappe, en gros là, on l'a dit aussi, il peut le gérer, et puis vous avez du edge. Et donc toutes ces défenses-là, en fait, qui sont ultra utilisées en NBA, Alex Sarr, on a des répétitions, on a des séquences où il le fait, et il le fait vraiment très très bien. Donc ça va être très très excitant. Et si vous l'utilisez dans une lame de second rideau, c'est un joueur qui comprend bien, qui fait vite la rotation, qui est capable de contrer des deux mains déjà, qui encaisse bien le contact malgré son manque de musculature, son manque de masse pour le moment. Et c'est un projet du coup qui va être ultra excitant défensivement par la polyvalence qu'il va apporter, même si c'est un projet long terme. Et offensivement, on a un joueur, encore une fois, avec une très très belle mobilité, un physique très long comme Manu l'a dit, qui jaillit bien, qui flash bien près du panier, qui peut être un partenaire de pick and roll, un partenaire de lob, un partenaire de pick and roll fort près du panier à terme, ou 3-4 ans. Donc vous l'avez dit, fort défenseur, cette capacité à switcher qui fait saliver à peu près tout le monde. On a surtout insisté sur la défense, messieurs. Offensivement, sur quoi il excelle? Déjà, s'il excelle sur un domaine. Exceller, non. Après, il a plein de flashs. C'est surtout des flashs qui sont intéressants offensivement chez lui. Mais non, il excelle pas dans grand chose. Donc il va être intéressant sur, encore une fois, le pick and roll, mais dans le sens inverse. Donc poser, rouler et terminer au cercle. Il va être intéressant sur le pick and pop, parce qu'il va être aussi à terme, je pense, capable d'apporter ça, que ce soit à mi-distance ou sur du 3 points. Le 3 points, il était pas de. On parlait des stats au tout début. Il a moins de 2 tirs par match, tu disais, à 3 points par match. Mais ça reste un joueur de 2-16, ça restait un rookie, première saison en professionnel, mais 30% à 3 points. Donc ce qui est pas si mauvais que ça, honnêtement. Pour le faible temps de jeu qu'il a. Quand ouais, on exactement. par match, si tu fais un match à 0 sur 2, ça te nique toute ta ligne de donc avec qu'une vingtaine de matchs, donc c'est vraiment pas représentatif de sa qualité de tir. Et moi, ce qui me fait dire que ça va s'améliorer dans le temps, c'est le 72% au lancer franc. Ce qui n'est pas exceptionnel, on s'entend là-dessus, mais encore une fois, c'est un joueur de 2m16. Et je pense qu'il va pouvoir s'améliorer aussi sur cette statistique-là. J'ai vraiment confiance au tir, peut-être à tort, mais moi j'aime beaucoup ce que j'ai pu voir, que ce soit en équipe de France jeune ou cette année. Voilà, même s'il a 2-16, il n'a pas peur de prendre ses tirs, il est ouvert, il va y aller. Donc il va aussi faire créer du spacing pour son équipe. Et une chose on ne voit pas forcément dans les stats parce qu'il en a moins d'une par match, mais à la passe, il est vraiment aussi très intéressant. Et justement, s'il arrive à faire venir les défenseurs sur lui, il va trouver la bonne passe pour la coupe. Je pense qu'à terme, ça va être aussi un vrai élément à regarder. J'aimerais juste vite fait rebondir sur ce que tu mets là, parce que je mets en même temps que pour le chat, pour le stream, j'ai en même temps des clips que j'ai pris cette année des actions de match d'Alex Sarr. Pour les tirs, il a une vraie aisance, comme tu le dis, il a pas peur de les prendre. On est aussi sur un joueur qui est capable de feinter un tir si le close-out est un peu trop excessif, et ensuite un dribble, je pose la balle, j'écarte et je redéclenche, ou bien je vais jaillir près du panier. Donc il y a une vraie polyvalence de tir. Alors même s'il n'y a pas de tir en sortie de floppy ou pas, mais c'est pas ce qu'on va lui demander. Et encore une fois, on parle de statistiques d'un joueur qui est pas du tout prêt physiquement. Il y avait la question dans le chat de qu'est-ce que ça donne par rapport à l'adversité physique en Australie. Alors on joue face à des adultes, mais qui sont clairement loin d'être des athlètes de niveau NBA, et on l'a senti un peu en difficulté physique. Et pour boucler sur ce que tu as dit sur la passe, je suis totalement d'accord avec toi aussi. C'est un joueur qui fait des bonnes lectures, et en NBA, encore une fois, sur du pick and roll, ce qui est de plus en plus à la mode, c'est c'est le high roll. Donc c'est avec short roll, pardon. C'est que c'est un joueur qui va récupérer la balle très tôt sur son roll,
Au niveau de la ligne des lancers francs, il va avoir des décisions à faire. Soit poser le ballon, soit shooter, soit passer. Et ça, Alex Sarr, par ses qualités athlétiques, par ses qualités de tir et par sa passe, il va être très efficace. Donc, il est totalement moderne par rapport à la NBA actuelle. Et en plus de ça, il offre des possibilités de pick and roll ou pick and pop. Donc, on est vraiment sur un joueur parfait pour jouer 2024-2025. Donc un joueur parfait pour jouer dans une époque actuelle. Comme tu dis, Hugues, on va passer au point à travailler. Peut-être vous allez commencer par quoi? Parce que bon, c'est aussi un joueur, on n'a pas parlé pour l'instant, mais qui aime bien dribbler par moment, qui aime bien remonter la balle, ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose qui doit travailler ou pas? Ce sera à vous de me dire, Manu. Bah, il y a ça, mais en fait, il est ultra limité parce qu'il peut pas encore changer de direction. Quand il a la balle en main et qu'il attaque, souvent, il fonce tout droit. Il n'arrive pas encore à battre le défenseur, que ce soit en l'air ou au sol. Donc ça, pour moi, c'est un vrai problème. Quand il dribble, il va tout droit, il n'a pas cette aisance droite-gauche encore qui peut lui permettre de changer de direction assez facilement. Il y a le souci, c'est la finition près du cercle, qui n'est pas non plus exceptionnelle pour un joueur de sa taille. Donc ça peut être à cause de ce que disait Hugues par rapport au physique. Effectivement, il n'a pas encore pas le body control, mais La masse. la maturité physique, ouais, la masse et l'épaisseur pour contenir et absorber les contacts au cercle. Donc ça va être un vrai problème en NBA. Donc il ne faut pas qu'il se dénature à faire beaucoup trop de shoot extérieur parce que va falloir aussi qu'il aille à la maillotche offensivement mais aussi défensivement. Au bout d'un moment, il va falloir qu'il prenne pour contenir. Donc c'est vraiment ces deux points-là offensivement où moi j'ai encore des doutes et j'espère que ça ne va pas se transformer en gros point faible. Moi, j'ai un truc qui m'inquiète encore plus que la prise de décision, enfin la prise de direction dans le dribble. Il y a quelques progrès, on le voit notamment, là il y a un clip où il y a une feinte de hand-off, encore une fois un play ultra utilisé en NBA où il feinte le hand-off et il jaillit ensuite sur sa main forte et il garde le contrôle. Moi, ce qui me gêne beaucoup avec Alex Sarr, c'est que c'est un joueur qui joue beaucoup plus petit que sa taille. On dit souvent des joueurs petits qui jouent plus grand que leur taille. Lui, il joue plus petit que sa taille. T'as un mec de 2,16 m qui fait que du jeu face au cercle et qui profite pas des mismatchs sur des switches face à des plus petits. Ça peut il a un jeu de 4, il a un jeu de vrai 4. C'est ça, de 4 NBA actuels et ça peut venir, tu vois, je lui demande pas de faire du post-up façon Julius Randle, façon Anthony Davis. Mais quand je vois des switches face à des mecs de 1m91, 1m92 et qu'ils paniquent, qu'ils restent face au panier et qu'ils tentent un jumper en arrière en fade compliqué, ça m'embête un petit peu parce que des joueurs avec des profils similaires physiques dans le jeu qui ont été draftés un peu, enfin les années précédentes, Jabari Smith, Evan Mobley, Chet Holmgren entre autres, étaient des joueurs qui avaient quand même la possibilité de gérer un mismatch. Pour moi, il va falloir vraiment qu'il développe ce corps, comme on l'a dit plusieurs fois, ça va venir, et qu'il arrive à profiter de son avantage de taille parce qu'il va pouvoir avoir, en fonction du poste sur lequel il va jouer, entre 10 et 20 cm de plus que ses défenseurs directs et il faudra pouvoir en profiter. Justement, c'était un petit peu ma question parce qu'on va aborder maintenant le sujet de la projection. Déjà, est-ce que vous y croyez, Alexandre Sarr drafté très haut dans cette QV 2024 qui est assez particulière? Est-ce que, et puis moi, la question que j'ai en le regardant, parce que comme tu dis, Hugues, c'est un joueur qui joue plus petit que sa taille, et moi je ne sais pas à quelle place il va jouer, même si je sais, vous allez me dire, oui, il y a plus de positions dans le basket, etc. etc. Ok, ouais, d'accord. Pour les intérieurs quand même. Hein. Bah voilà. Donc, et même, je me demande à quel point ça peut pas impacter de comment on le voit en fait dans la projection, mais j'aimerais vous écouter d'abord, Manu. Bah, moi, par son jeu, je le mets en 4. Ouais, au moins en attaque. Après, défensivement, c'est à voir. Parce que sur qui va pouvoir défendre vraiment de façon correcte, je sais pas. On a né une personne. Voilà, c'est un risque. Mais en fait, il est tellement fort sur le contre que en fait, il peut devenir un point positif malgré lui, uniquement grâce à ça. On n'a pas trop parlé, mais ouais, Hugues l'a un peu fait sur
contre une main, deux mains, main gauche, main droite. Voilà, il y a une vraie aisance là-dessus qui est assez incroyable. En fait, ça va devenir une force. Il est beaucoup sur le weak side, sur du contre wing side, comme ça, où il arrive en second rideau. Donc, voilà, est-ce qu'il va être obligé de défendre sur que des postes 4-5 fuyants, uniquement ces postes-là, vraiment fuyants, pour peut-être amener son équipe à pas être un point négatif, mais il pourra revenir en un ou deux pas, il est déjà au cercle, via son envergure et son corps. Donc ça va être difficile, mais sur qui défendre. Donc moi je pense qu'offensivement je le fais jouer 4, défensivement je le fais jouer sur les joueurs fuyants intérieurs. Genre des types un peu Brook Lopez qui commencent à tirer de beaucoup plus sur du Anthony Davis, ou même après là je pense qu'il sera en difficulté sur le drive. Et s'il y a un joueur comme ça, il va. Donc moi même s'il y a ce risque-là, je préfère le faire défendre sur des joueurs fuyants, donc les 4-5. Moi, je le fais démarrer avec un vrai intérieur qui va être fort au rebond et je le mets tout le temps sur le non-shooter de l'équipe en face, que ce soit un arrière ou un grand. Tu vois, typiquement, si je joue OKC, bah, je le mets sur Luka Dort. Si je joue Dallas, je le mets sur Derrick Jones Jr. et je lui demande de faire du second rideau. Ce qu'Evan Mobley a fait en première année à Cleveland. Evan Mobley a été incroyable défensivement dès sa première année, mais je le fais faire comme ça. Et encore une fois, c'est un joueur pendant 3-4 ans. Sa taille, sa mobilité et un peu de tir vont faire qu'il va pouvoir jouer dès la première année et que ça va être excitant. Mais je pense qu'il va pas être positif réellement des deux côtés avant 3-4 années. Donc il va falloir être Ce qui est logique, hein, c'est encore une fois, c'est comme ça qu'on conçoit un board. C'est quel joueur on voit être fort. Enfin, notre classement, c'est une projection sur 3-4 ans. Quel joueur sera promu, dans les meilleurs à la fin de leur contrat rookie. Donc, en fait, et je pense qu'il va s'améliorer dans tellement plein de choses. Enfin, moi, c'est un de mes top 3. Il est troisième actuellement. Il a été numéro 1 pendant longtemps. Mais c'est l'un des joueurs que je préfère dans cette draft de par ça. En fait, pour moi, il peut être polyvalent des deux côtés du terrain à terme. Et enfin, c'est quelque chose qui peut être assez incroyable. Si encore dans le meilleur du monde, il faut le contexte, faut tout. Mais moi, j'y crois beaucoup en tout cas. Il y avait des questions sur sa comparaison avec Wembanyama et Chet. Bah, c'est vrai qu'encore une fois, les mecs qu'on cite là, Wembanyama, Chet, Evan Mobley sont des anomalies d'efficacité. Ce sont des ovnis. Ouais. Il y a des joueurs, moi je préfère le comparer à deux autres profils. Un Jaren Jackson Jr. Quand il sort de Michigan State, on se dit aussi une licorne qui peut tout faire. Il a mis du temps à ne pas être faultable, à avoir une vraie épaisseur physique, à développer un tir fiable. Et aujourd'hui, on commence à l'envisager sur un poste 5 au bout de 5 ans de NBA. Ça, c'est pour moi quelque chose qui va être plus crédible et on l'a caché avec un Valanciunas, avec un Steven Adams au départ. Enfin, l'a caché, en tout cas, on l'a fait jouer à ses côtés. Et pour la première licorne, Kristaps Porzingis, quand il arrive en NBA, il n'est pas aussi prêt physiquement. Alors, il est plus avancé. Kristaps, après, il a un vrai jeu d'ailier, donc c'est encore différent, je trouve. Même si c'est aujourd'hui devenu un vrai 5, il a quand même encore ce jeu d'ailier. On le voit à Boston cette année, il fait que tirer à 3 points. Bah, c'est le joueur le plus efficace de post-up de toute la NBA, c'est fou. Et mais il a beaucoup plus d'expérience physique maintenant. Mais quand il arrive à New York, c'est un énorme contreur. C'est un énorme contreur, mais qui joue beaucoup au périmètre et qui n'était pas encore assez prêt. D'ailleurs, lui, il en a souffert de jouer poste 5 au départ et il voulait jouer poste 4 et il a voulu avoir ce profil-là dans ses premières années. Et puis, depuis qu'il est à Washington et maintenant à Boston, bah, il a quoi, 7-8 ans de NBA, donc il a une maturité physique qui fait qu'on peut le faire jouer plus grand et sur ses forces et avec un corps ready. Donc, je pense qu'il va falloir être encore une fois très patient avec Alex Sarr, mais comme on l'a dit, la polyvalence, le potentiel et le timing défensif en font un des top 3 prospects aussi de cette QV. Justement, au bout de son année rookie, à votre avis, il sera plus un poste 4 ou un poste 5? Moi, c'est ça que j'arrive pas à voir. Poste 4. Je ne fais pas jouer poste 5 une seule minute. Enfin, franchement, il faudrait regarder là si vous avez les classements des conférences sous les yeux, mais à part peut-être à Washington, dans quelle autre équipe il jouerait poste 5?
Moi, il n'y en a pas Et eu. il a pas le jeu au poste pour jouer 5 en fait, Ouais. offensivement. Et il a Pas encore en tout cas. parlé Les des mauvais gens diraient qu'il n'y a plus de jeu au poste en NBA. Ça Si, revient, et puis en plus, il faut savoir exploiter un mismatch quand même, et puis rien que pour la densité des écrans, on n'en a pas trop parlé, mais c'est des écrans très fuyants, il fait beaucoup de slip roll où il va jaillir fort du panier, mais il crée assez peu d'écart sur son premier contact parce que il est pas prêt physiquement, et au rebond, il en capte par la taille, mais c'est pas un joueur qui va sécuriser dans le box out ou autre. Donc il a vraiment pas un jeu d'intérieur et enfin de pivot, et pour moi, c'est pas du tout lui rendre service que de le faire. Là où Wembanyama, l'an dernier, il avait beaucoup plus de style, ce qui lui permettait de le faire. Comment vous jugez son plancher et son plafond, messieurs? Ce serait quoi pour vous le plancher et le plafond idéalement pour lui? en termes de joueurs, tu veux dire, enfin de Bon, comparaison. oui, en termes de statut dans une équipe NBA. Est-ce qu'il peut prétendre, je ne sais pas, alors pas en premier contrat, mais une sélection All-Star, est-ce que ça peut être un très bon role-player? Dans quelle catégorie vous l'imaginez à terme? Oui, pourtant, oui, c'est bon. Du coup, je disais, pour moi, ça va être le troisième joueur d'une équipe. Le plafond idéal, peut-être un Jaren Jackson Jr., même si je pense que le Triple J avait plus de potentialité et a toujours comment dire, de marge sous le pied. Et c'est un joueur qui va faire des différences surtout défensives, mais qui sera pas l'axe principal d'une reconstruction. Ouais, Manu? Plafond, moi je vois un All-Star qui peut prétendre à ça dans le meilleur des mondes, si très bon contexte. En fait, la polyvalence des deux côtés du terrain me dit que si très bon contexte, c'est que tout clique. Encore une fois, c'est potentiellement juste incroyable ce qu'on a devant nous. Mais il y a du travail, parce qu'aujourd'hui, il est clairement pas prêt pour jouer en NBA. Enfin, il jouera parce qu'il sera sélectionné dans des équipes où il y aura des manques, et son pic le fera que. Mais après, en termes de joueurs, j'aime beaucoup les joueurs qu'a dit Hugues, Mobley, Jackson. J'aime beaucoup ces types de joueurs-là. Je pense qu'il est un peu moins fort, mais j'aime beaucoup le truc. En tout cas, quand là je regarde un petit peu en même temps les équipes, tu vois, en termes de contexte idéal, pour moi il y a Charlotte, quoi. Alors ça arrange parce que Charlotte aura un pic très très haut, mais j'aimerais vraiment qu'il tombe à Charlotte. T'as un Mark Williams en termes de pivot qui est un super rebondeur, très bon défenseur sur du pick and roll. T'as un Lamelo Ball, un match sur 3 qui te permet d'avoir de la création. T'as un Brandon Miller. Donc pour moi, il y a un contexte où on peut vraiment le shooter, le développer, et il peut exploiter toutes ses forces de compte de second rideau et de tir aussi, et de menace verticale avec, avec efficacité. Donc j'aimerais bien qu'il finisse à Charlotte. Une destination préférée pour notre Français exilé en Australie, Manu? Préféré dans le top 5, c'est compliqué. On Mais demande dans le j'aime pas. chat Pistons. Est-ce que tu aimerais bien avec un Duren, avec un Cade, avec un Ozar? Est-ce que ça te parlerait, toi? Pour son potentiel, non. Parce que je pense qu'il pourra pas le travailler et l'atteindre à Détroit. C'est trop fouillis encore. Il y a trop de joueurs qui ont besoin trop d'un coup, qui ont besoin de s'améliorer. Donc Ouais, moi, je suis d'accord. ça me gênerait un peu pour son potentiel. Après, la doublette avec Duren peut être effectivement vraiment sexy à terme. Mais là, dans le top 5, moi, il y a une équipe, selon le roster qu'ils ont actuellement, qui me dit pourquoi pas. C'est Portland avec un Ayton. Mm. Je pense qu'il peut faire qu'Ayton reste un peu plus sous le panier et près de la raquette, et lui s'écarter un petit peu et jouer le pick and roll avec Scoot, tu vois. Pick and roll, pick and pop avec Scoot. Donc Ouais, puis j'espère que t'as des ball le handlers déjà monde. en place, donc on sait que là, c'est comme dans Star Wars, hein, ils vont toujours par deux. Pour développer un jeu d'intérieur, ils font quand même un ball handler un peu expérimenté, et pour développer un ball handler un rookie, il faut toujours un intérieur expérimenté. Donc Portland, pour le moment, il y a encore un peu ça. Même si expérimenté pour Ayton, c'est pas trop le mot, mais.
Ouais, mais t'as Anthony Simmons qui est toujours là pour le moment, tu vois, donc voilà, qui sait jouer son pick and roll et qui saura trouver des espaces. Alors, on dit ça le 26 juin 2024, à ce moment, Anthony Simmons sort de la draft, il est à Utah ou je ne sais quoi, mais il y a un joueur. Moi, j'ai une dernière Mais question le concernant et après, je vous laisserai conclure. Est-ce que c'est le meilleur potentiel de cette QV? Joueur à potentiel. Parce que c'est vrai que là, on a souvent dit que cette QV était un peu spéciale, que c'était beaucoup des role-players, etc. Est-ce que lui, c'est pas un des rares, on se dit, si les planètes sont alignées, alors peut-être. moi, il est dans mon top 3 avec le plus de potentiel. Pour moi, c'est Potentiel pur, hein, on parle pas d'autre chose. Oui, Vraiment oui, le oui. ça. potentiel dans le meilleur des mondes. Le Ouais, plus ouais. gros projet, c'est lui. Pour moi, le plus gros potentiel, c'est Topic. De faire plus de choses. Tu vois, je suis en train d'être le plus important, le plus fort, le plus dominant, le plus all-star-esque. Pour moi, c'est Topic. Mais le plus gros projet où tu peux vraiment créer plein de choses sur ce joueur-là et t'amuser et avoir plein de scénarios possibles, c'est Alex Le Sar. Ouais. Mais Topic, on sait ce qu'il va faire. Donc en fait, Topic, c'est un peu, si je parle pas de comparaison, mais c'est un peu un Doncic. Il va s'améliorer dans ce qu'il sait faire et il sera encore beaucoup plus fort dans ce qu'il sait faire. Et ce mec-là, il va être inarrêtable pour moi. En fait, on sait très bien qu'il va détruire tout le monde sur le pick and roll, l'intelligence va faire qu'il arrivera à driver et finir au cercle. Et le tir va s'améliorer. Il y a une vraie belle amélioration sur le tir entre méga. Bon, il n'a pas beaucoup joué avec l'étoile rouge, mais Mais déjà, il a il y a joué sans une... ballon, il a été efficace. Sans Et en avoir le fait, ballon. pour moi, Topic va s'améliorer dans les choses où il est très très fort. Déjà. Il sait ce qu'il sait faire. Il sait qu'il est très fort dans certaines choses et il va appuyer là-dessus. Alors que pour moi, Sarr, il peut améliorer le tir, il peut améliorer sa gestion du slash, ses finitions au panier. Il peut améliorer sa défense et à terme peut-être aller embêter les 5 positions. Il peut prendre du poids. Il peut s'épaissir. Il y a trop de trucs. Comme je dis, il est dans mon top 3 avec l'incroyable Hansen Yang, que personne connaît excepté moi. Mais allez voir sur les internets Hansen Yang, qui est juste exceptionnel. C'est le nouveau Alperen Şengün et Cody Williams. C'est pareil, Cody Williams, il y a trop de trucs, il y a trop de flash. Est-ce que on va revenir sur Alexa? Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on a été exhaustif, messieurs? Non, je pense que c'est bien. Je regarde s'il y a des questions qui reviennent dessus. Alors, est-ce qu'il est dans votre tiers 1? On a répondu oui, il est dans notre premier tiers. Et puis voilà, non, on a pris à peu Moi, près il tout. l'est pas parce que j'ai personne dans mon tier 1, mais Ouais. Si tu fais par rapport aux autres QV, effectivement, il serait en dessous. Clairement, je suis d'accord avec toi. Mais dans cette QV-là, On a fait le tour, messieurs. On va conclure juste pour le pod. On reste bien sûr sur Twitch à côté. Ainsi se finit l'épisode sur Alexa. On se dit évidemment à très vite. N'hésitez pas à liker, à partager, à nous mettre vos commentaires évidemment. On est ouvert à discussion, même si quelquefois on oublie un peu de le faire. Toutes nos excuses. On vous dit à très vite. Des bisous. Ciao, ciao.